La radio s'éteignit juste avant l'aube. Dans une vallée gelée, un millier de Marines étaient pris au piège, encerclés, en infériorité numérique, déjà rayés des priorités par l'état-major. Les ordres ne laissaient aucune place au doute. Directive, écho, retrait immédiat de toutes les équipes de tireurs d'élite. Sans exception, sur une crête lointaine, 2 sœurs entendirent l'ordre, puis se regardèrent. Si elles obéissaient, le bataillon ne verrait pas le soleil se lever. Si elles restaient, elles cesseraient d'exister. Elles coupèrent leur radio, se séparèrent, prirent pour leur position et attendirent à la lumière. À l'aube, le monde bascula. La température avait chuté à 14 degrés sous zéro. Des cristaux de glace s'étaient formés sur chaque surface exposée, transformant la vallée en un miroir mortel. La capitaine Kate Donovan plaqua son œil contre la lunette, observant la scène 3 kilomètres plus bas. 1 millier de Marines, peut-être davantage, disséminés sur le sol blanc comme des pions sur un plateau déjà perdu. Ils étaient tombés dans une embuscade 6 heures plus tôt. Le 2e bataillon, progressant dans une zone que le renseignement avait déclarée sécurisée. Le renseignement s'était trompé. L'ennemi avait attendu, immobile et patient, laissant les colonnes s'étirer avant de refermer le piège. À présent, les Marines s'étaient cloués au sol. Aucun appui aérien. La météo avait neutralisé tout ce qui volait. Aucune artillerie hors de portée de la base de feu et aucun secours en route. Le commandement les avait déjà classés comme pertes acceptables dans un calcul stratégique plus vaste. Kate les voyait creuser. Des trous peu profonds taillés dans une terre gelée. Des abris dérisoires derrière des rochers ou du matériel abandonné. Ils se préparaient à l'assaut qui viendrait avec le lever du jour. L'ennemi attaquait toujours à l'aube. Doctrine, tradition, certitude. À 40 pieds de là, sur la même ligne rocheuse, sa sœur attendait. La lieutenante Anna Donovan avait la même lunette, le même fusil, la même vue plongeante sur la vallée. Elles avaient été infiltrées 72 heures plus tôt pour une mission de reconnaissance avancée. 2 tireuses d'élite sur les hauteurs, chargées d'observer, de signaler, d'anticiper. Elles avaient fait leur travail, toutes retransmis, et pourtant, le bataillon avait quand même marché droit vers l'enfer. La radio crépita une dernière fois, la voix était lointaine, hachée par l'altitude et l'urgence. Toutes les équipes sniper, ici Sentinelle commande. Exécuter directive Echo, je répète, directive Echo, repli vers le point d'extraction Falcon, accusé réception, l'ordre de retrait d'urgence, pas de questions, pas de délai, pas d'écart. Le doigt de Kate resta suspendu au-dessus du bouton d'émission. Elle savait que d'autres équipes repliaient déjà leur matériel, glissaient dans l'obscurité en direction de la sécurité. Directive Echo signifiait que la situation était jugée irrécupérable, que le commandement coupait ses pertes, que tous ceux qui pouvaient partir devaient le faire maintenant. Elle leva les yeux vers Anna. Anna la regardait déjà. Dans la lunette, Kate aperçut un jeune marine, 19 ans tout au plus, qui tentait de creuser encore, ses outils étincelant en heurtant le pergélisol. Il pleurait. Même à 3 kilomètres, elle le voyait. Il pleurait, creusait, attendait l'aube. « Il faut accuser réception », murmura Kate. Son souffle formait des nuages aussitôt déchirés par le vent. Anna ne répondit pas tout de suite. Elle calculait. Angle, distance, vent, gradient thermique, tout ce qui transformait des chiffres en vie ou en mort. « Ils vont mourir, dit-elle enfin, tous. À 7 heures, cette vallée sera un cimetière, une pause. Le protocole est écrit par des gens qui ne regardent pas. » Kate ferma les yeux. 12 ans dans les Marines. Anna, 11, 3 déploiements, 4 théâtres d'opération, des missions innombrables. Jamais elle n'avait enfreint un ordre. C'était la frontière entre les professionnels et les amateurs, ce qui permettait de rester en vie. Sauf que, cette fois, le protocole signifiait la mort, pas la leur. Si on reste, dit Kate avec précaution, on passe en cour martiale, fin de carrière, peut-être pire. Et si on part, répondit Anna, on devra vivre avec ça. Dans la vallée, le jeune marine avait cessé de creuser. Adossé à son trou trop étroit, le fusil sur les genoux, il fixait l'horizon à l'est, là où la lumière allait bientôt déferler. Kate prit sa décision. Elle tendit la main et éteignit sa radio. Le petit voyant vert, allumé depuis 72 heures, s'éteignit. Avec lui, disparurent sa carrière, son avenir, peut-être sa liberté. Anna suivit le mouvement, un clic, puis le silence. 2 positions, dit Anna calmement. Séparation maximale, champ de tir croisé. Tu prends l'approche sud, je couvre le nord.
Économie de munitions. On vise la chaîne de commandement. Chaque balle compte. Elles travaillaient ensemble depuis si longtemps que la planification ne prenait que quelques secondes. Chacune savait ce que l'autre ferait avant même que les mots ne soient bons prononcés. Elles avaient partagé un ventre avant de partager un champ de bataille. Certaines connexions allaient et plus loin que la doctrine. Anna commença à reculer lentement, rampant hors de sa position, entraînant son fusil et son sac. Elle contournerait par le sud, trouverait un nouveau point d'observation, établirait son angle. Elle ne se reparlerait plus. Chaque tir serait un message, chaque cible abattue, une phrase dans un langage qu'elle seule maîtrisait. Elle traînait son fusil et son sac de combat derrière elle. Elle contournerait par le sud, trouverait une nouvelle cache, poserait son angle. Elle ne communiquerait plus, pas avec des mots. Désormais, seules les actions parleraient. Chaque éclair de bouche serait une phrase. Chaque cible neutralisée, un mot ajouté à une langue qu'elles étaient les seules à comprendre. Kate ajusta sa lunette. L'ennemi était là, au-delà du rebord de la vallée, dissimulé dans ses propres positions. Elle distinguait parfois un mouvement furtif, une ombre qui glissait, une silhouette trop confiante se découpant sur la neige. Ils étaient sur d'eux. Ils avaient le nombre, l'avantage du terrain, le temps. Ils ignoraient tout des deux sœurs sur la crête. À l'est, le ciel passait lentement du noir au gris. Derrière les lignes ennemies, des officiers consultaient leurs montres, relisaient les plans, rassemblaient leurs hommes pour l'assaut final. Ils attaqueraient à l'aube, toujours à l'aube. Le moment où les défenseurs sont à bout, moralement brisés, prêts à céder. Kate s'installa pleinement dans sa position. Elle régla sa respiration, la ralentit, l'effaça presque. Elle ne faisait plus qu'un avec la roche, avec la glace, avec le vent. C'était l'état où la pensée disparaissait, remplacée par l'instinct, là où l'entraînement cessait d'être conscient pour devenir une évidence. Dans la lunette, elle trouva sa première cible. Un officier ennemi, à plus de 3 kilomètres, se déplaçait entre les positions avec l'assurance de quelqu'un qui se croyait hors d'atteinte. Il ne marchait pas comme les autres. L'autorité se lisait dans sa posture, le commandement dans ses gestes. Kate corrigea pour le vent, pour la température, pour la courbure même de la terre. À cette distance, son doigt trouva naturellement la détente. En bas, dans la vallée, le jeune marine fixait toujours l'horizon, attendant la lumière qui signerait sa mort. Kate expira lentement. Elle attendit qu'Anna soit prête, parce qu'une fois commencé, il n'y aurait plus d'arrêt possible, pas de seconde chance, pas de retour en arrière. Le silence radio ne fut pas simplement rompu, il fut pulvérisé. LHS venait de franchir une ligne qu'aucun protocole ne permettait de retraverser. 1000 Marines allaient découvrir ce que 2 femmes pouvaient accomplir lorsqu'elles décidaient que certains ordres étaient faits pour être défiés. Kate et Anna Donovan étaient nées à 18 minutes d'intervalle dans un hôpital militaire près de Fort Irwin, en Californie. Leur père, le sergent-major Michael Donovan, était en opération lorsque le travail avait commencé. Il était arrivé juste à temps pour voir ses filles derrière la vitre de la nurserie, encore en bottes de combat, vêtues de son treillis désert. Il les avait élevées seules après le départ de leur mère. Certaines femmes ne supportaient pas cette vie, les déploiements, l'incertitude, les silences interminables seulement rompus par des appels, depuis des lieux dont on ne disait jamais le nom. Elle avait tenu 4 ans avant que la solitude ne l'emporte. Michael n'en disait jamais du mal. Il avait intégré son absence à la routine et continuait d'avancer. C'était la manière des Marines, s'adapter et surmonter. Les jumelles grandirent dans les logements de base, au rythme des départs et des retours. Elles apprirent à lire dans les manuels de terrain de leur père. La géographie, elles la découvrirent à travers ses affectations. La Bosnie, la Syrie, le Yémen, puis à nouveau la Syrie. Chaque mission signifiait des mois d'attente, le souffle retenu devant les listes de pertes, le sursaut à chaque coup frappé à la porte. Elles apprirent autre chose aussi, que certains fuirent le danger, tandis que d'autres vont à sa rencontre. Et elles surent très tôt de quel côté elles se tenaient. Michael leur apprit à tirer à 12 ans. Pas par jeu ni par caprice, mais avec la même rigueur méthodique qu'il appliquait à tout. Respiration, pression sur la détente, lecture du vent, balistique. Il leur enseigna que le tir n'était pas une question de violence, mais de mathématiques rendues tangibles. Chaque balle était un problème à résoudre. Les sœurs abordèrent cela différemment. Kate traitait le tir comme une équation. Elle étudiait les tables balistiques, mémorisait des formules, consignait chaque coup dans des carnets précis.
Ces impacts formaient des groupements parfaits, constants, impeccables. Anna, elle, tirait au ressenti. Elle percevait les changements de vent avant qu'ils ne se produisent. Elle comprenait la chute de la balle par intuition plus que par calcul. Ces groupements étaient encore plus serrés que ceux de Kate, mais elle ne savait pas toujours expliquer comment elle y parvenait. Elle le savait, simplement. Michael comprit alors ce qu'il avait entre les mains, deux approches quasi complémentaires d'un même problème. La précision de Kate, l'instinct d'Anna. Ensemble, elles pouvaient atteindre un niveau qu'aucune n'aurait pu atteindre seule. À 18 ans, elles s'engagèrent ensemble, même jour, même recruteur, même serment. Michael, 42 ans, 24 ans de service, se tenait au fond de la salle, regardant ses filles commencer le chemin qu'il avait emprunté avant elles. 6 mois plus tard, il fut déployé dans la province de Nangarhar, un engin explosif improvisé dissimulé dans un fossé d'irrigation. L'explosion l'emporta, avec 3 autres. Quand les jumelles obtinrent enfin une permission pour assister aux funérailles, il avait déjà été enterré avec les honneurs à Fort Rosecrans. Ce jour-là, Anna voulut tout arrêter, quitter la formation, quitter les guerres, quitter l'uniforme. Kate la convainquit de rester pendant la longue nuit qui suivit l'enterrement, assise sur des lits d'hôtel bon marché, en tenue de cérémonie, partageant une bouteille de whisky que leur père ne boirait jamais. « Il n'est pas mort pour rien », avait dit Kate. « Il est mort en faisant ce en quoi il croyait. Partir maintenant, ce serait trahir ça. Aller jusqu'au bout, c'est lui rendre justice. » Anna avait acquiescé, ivre de chagrin, de colère et d'alcool bon marché, furieuse contre un monde qui prenait des pères et rendait des drapeaux pliés. Elles retournèrent dans leurs unités. Elles s'entraînèrent plus dur. Elles se portèrent volontaires pour chaque stage, chaque qualification, chaque occasion de devenir meilleures dans l'art que leur père leur avait transmis. 3 ans après leur engagement, vint l'école de Scout Sniper. Un parcours brutal, avec un taux d'échec de 93%. La plupart craquaient pendant les exercices d'approche, rampaient pendant des heures dans les broussailles, parcourir quelques mètres à peine, tenter de se rapprocher des tours d'observation sans être repérés. D'autres échouaient au tir, là où la moindre imperfection signifiait l'élimination. Kate et Anna, elles, ne cédèrent pas. Elles terminèrent première et deuxième de leur promotion. Les épreuves écrites de Kate établirent un record jamais égalé. Les performances de terrain d'Anna en établirent d'autres, toujours en vigueur. Les instructeurs eurent du mal à les départager. Elles excellaient dans des domaines différents, complémentaires. Finalement, ils cessèrent d'essayer et notèrent simplement que les sœurs Donovan représentaient un système de snipers complet, réparti sur 2 corps. Leur réputation se répandit rapidement dans la communauté. 2 jumelles, toutes 2 qualifiées, toutes 2 redoutables, portant l'héritage de leur père comme une sangle d'armes sur l'épaule. Elles furent déployées ensemble, à Herat, puis à Raqqa, puis dans des lieux qui ne figureraient jamais dans les communiqués officiels. Elles travaillaient en binôme, ce qui allait à l'encontre de la doctrine classique du sniper, fondée sur l'isolement et l'autonomie totale. Mais très vite, leurs commandants comprirent que les sœurs Donovan donnaient des résultats. Des officiers ennemis, convaincus d'être en sécurité derrière les lignes, s'effondraient sans comprendre d'où venait la mort. Des caches restées invisibles pendant des mois apparaissaient soudain sur les cartes, accompagnées de coordonnées d'une précision chirurgicale. Elles voyaient ce que les autres manquaient. Elles communiquaient sans parler. 10 années de vie partagée avaient forgé entre elles un langage de regard et de gestes plus fiable que n'importe quelle radio. Sur le terrain, un simple échange visuel suffisait à coordonner des manœuvres complexes. Pourtant, sous l'uniforme commun, elles restaient différentes. Kate croyait aux règles. Les protocoles existaient pour une raison. Des leçons apprises dans le sang et l'échec. Elle avait été rappelée à l'ordre 2 fois au cours de sa carrière, chaque fois pour avoir refusé des ordres qu'elle jugeait dangereux pour son équipe à cause d'une planification défaillante. Elle pouvait enfreindre une règle, mais seulement après avoir pesé chaque conséquence. Pour elle, la désobéissance était un calcul, jamais un réflexe. Anna croyait aux résultats. Elle suivait les règles quand elles avaient du sens et les ignorait quand ce n'était pas le cas. Elle avait été convoquée 5 fois, 2 fois pour avoir ignoré des ordres de mouvement afin de maintenir une couverture sur des unités amies.
Une fois pour avoir engagé des cibles hors de son secteur assigné. 2 fois pour avoir refusé une extraction tant que des forces amies étaient encore au contact. Pour Anna, la mission se résumait à une chose, garder les gens en vie. Peu importait ce que disait l'ordre d'opération. Ces différences les avaient menées là où elles se trouvaient aujourd'hui. Kate était capitaine, respectée par la hiérarchie, sur la voie de la promotion. Anna était toujours lieutenante, écartée 2 fois, reconnue comme brillante mais jugée imprévisible. Michael Donovan aurait compris les deux. Il leur avait appris à réfléchir par elles-mêmes, à remettre en question l'autorité quand elle avait tort. Mais il leur avait aussi enseigné que l'institution dépassait l'individu et que la discipline était la frontière fragile entre l'ordre et le chaos. À présent, sur une crête glacée dominant une vallée pleine de Marines condamnés, ces deux visions convergeaient vers une même conclusion. Kate, la partisane du protocole, était en train de le briser. Anna, la femme de l'instinct, faisait confiance au jugement de sa sœur. Et quelque part entre ces décisions, 1000 vies étaient suspendues. Le ciel continuait de s'éclaircir, le gris devenant nacre, puis laissant poindre des reflets d'or. Anna avait atteint sa position au sud. Kate ne pouvait pas la voir, mais elle le savait. Comme elle avait toujours su où se trouvait sa sœur, même dans l'obscurité, même dans le chaos. Il leur restait 17 minutes avant le lever du soleil. 17 minutes pour se préparer à une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner, mais qu'elle ne pouvait pas éviter. Kate vérifia ses munitions. 47 cartouches. Anna aurait le même nombre, 94 balles en tout. En face, au moins 2000 combattants occupèrent le rebord de la vallée. Les chiffres n'avaient aucun sens, mais les mathématiques ne les avaient jamais arrêtés. Kate se souvint d'une phrase que leur père répétait pendant leur leçon de tir, en les regardant vider boîte après boîte de munitions sur le pas de tir. Tirer, ce n'est pas une question de balles, c'est une question de peur. De la peur que tu crées avec celle que tu places. Fais-leur craindre l'obscurité. Fais-leur craindre la distance, fais-leur croire qu'ils affrontent des fantômes. C'était exactement cela désormais. Pas éliminer 2000 ennemis. Créer l'illusion que du soutien était arrivé. Que les Marines en bas n'étaient ni plus seuls, que sur la crête, il existait encore une chance de salut. Dans sa lunette, Kate retrouva l'officier ennemi. Il s'était rapproché, avançant pour superviser les derniers préparatifs de ses troupes. Confiant, trop confiant, elle plaça le réticule au centre de sa poitrine, puis remonta imperceptiblement vers la tête. Parce que ce premier tir devait être parfait. Il devait frapper les esprits. Il devait faire croire à tous ceux qui regardaient que l'impossible venait de se produire. Anna visait déjà sa propre cible, un autre officier, un autre symbole de commandement. Elle tirerait à quelques secondes d'intervalle, sans montre, sans signal, guidée par ce rythme plus profond qu'elle partageait depuis toujours. L'officier ennemi se redressa, pivota légèrement, offrant son profil net contre le ciel pâle du matin. Kate inspira, retint l'air, laissa son cœur ralentir jusqu'à ce battement régulier de quelqu'un qui avait accepté les conséquences. En bas, dans la vallée, le jeune marine était debout, désormais. Elle le voyait du coin de l'œil. Un gamin, fusil en main, attendant le lever du soleil qui annoncerait l'assaut. 15 minutes avant l'aube, le doigt de Kate acheva sa pression sur la détente. Le fusil parla. À plus de 3 kilomètres, un officier qui planifiait encore son attaque perdit soudain toute capacité à planifier quoi que ce soit. La guerre pour la vallée venait de commencer. La balle mit 3,7 secondes à parcourir la distance. Pendant ce laps de temps, l'officier bougea à peine, pas assez pour changer l'issue, juste assez pour que l'impact arrive 2 pouces plus bas que prévu. La balle le frappa à la gorge, et non à la tête. À travers la lunette, Kate le vit s'effondrer. Elle vit le jet de sang artériel apparaître noir, dans la lumière encore fragile de l'aube. Elle vit les soldats autour de lui se disperser, se jeter à terre, incapables de comprendre d'où la mort avait surgi. 2 secondes plus tard, un autre officier tomba sur l'approche sud, le tir d'Anna, plein torse, parfait. Décolle. Les troupes ennemies basculèrent dans le chaos. Des officiers hurlaient des ordres vers une menace invisible. Des soldats balayaient les lignes de crête avec les mouvements paniqués d'animaux traqués. Ils se préparaient à attaquer. Et soudain, c'était eux qui étaient attaqués. Kate manœuvra la culasse. L'étui vide jaillit, tourna dans l'air sombre et disparut. Une nouvelle cartouche fut chambrée.
Elle cherchait déjà sa prochaine cible avant même que le laiton ne heurte la pierre. La doctrine était claire, un tir, une mort, puis déplacement. Ne jamais tirer 2 fois depuis la même position. L'ennemi triangule l'éclair du canon, appelle les mortiers ou un contre-sniper, et vous mourrez là où vous aurez été trop obstiné pour partir. Mais la doctrine supposait qu'il existait un endroit où se replier. Elle supposait que la survie primait sur la mission. Elle supposait que l'on n'essayait pas de sauver 1000 Marines avec 94 balles. Kate resta en place. Elle trouva sa deuxième cible, un chef de section rassemblant ses hommes, leur montrant la vallée du doigt. Il était efficace. Il rétablissait l'ordre. C'était précisément pour cela qu'il devait tomber. Elle lui tira en pleine poitrine. Il bascula en arrière et les soldats qu'il dirigeait se dispersèrent à nouveau. Le désordre se propageait comme des cercles à la surface de l'eau. 3 chefs neutralisés en 90 secondes. Personne ne savait combien de tireurs les prenaient pour cible. Personne ne savait d'où venaient les tirs. Personne ne voulait être le 4e officier à mourir. Anna tira encore. Kate ne voyait pas la cible, mais elle reconnaissait le rythme de sa sœur, calme, régulier, économe. Chaque balle comptait. Dans la vallée, les Marines commençaient à comprendre que quelque chose se passait. Kate les voyait pointer vers les positions ennemies, observer la confusion se répandre chez l'adversaire. Ils ignorèrent la cause, mais une chose était claire, l'attaque n'avait pas encore commencé. Et là où il n'y avait eu que résignation, l'espoir venait de naître. Une radio grésilla, pas la sienne, qu'elle avait coupée, mais celle de l'ennemi. Elle avait un scanner dans son sac, réglé sur des fréquences courantes. La voix était affolée, dans une langue qu'elle n'avait pas besoin de comprendre pour saisir le sens. Des snipers. Plusieurs snipers. Tirs de précision à longue distance. Perte parmi le commandement. Parfait. Qu'ils croient être face à plusieurs équipes. Qu'ils imaginent un peloton entier de fantômes, plutôt que 2 femmes décidées à ne pas survivre à leur propre choix. Kate déplaça son tir vers l'est. Le soleil était presque levé, peignant l'horizon de teintes ambrées et dorées. Une belle matinée pour mourir. Elle repéra un groupe de soldats mettant en place une mitrailleuse lourde. L'arme pouvait faucher les Marines en contrebas. L'équipage travaillait avec efficacité. Tireurs, aide-tireurs, pourvoyeurs, bien entraînés. Kate abattit d'abord le tireur. Il s'affaissa sur l'arme, l'aide-tireur se pencha pour le tirer en arrière, et le fusil d'Anna claqua depuis le sud. Il s'écroula à son tour. Le pourvoyeur regarda autour de lui, affolé, puis abandonna la pièce et s'enfuit. Choix judicieux. 4 minutes avant le lever du soleil. L'ennemi aurait dû être en train d'attaquer. À la place, il était cloué au sol par une menace invisible, incapable de la localiser ou de la réduire. Mais eux avaient des ressources. Kate et Anna, non. Quelques secondes après la neutralisation de l'équipe de la mitrailleuse, Kate perçut un nouveau son. Le whamp-whamp caractéristique des mortiers en cours de mise en batterie monta dans l'air glacé. Il ne visait plus la vallée, il visait la crête. Le premier obus tomba à 300 mètres au sud de la position de Kate. Trop loin pour être mortel, suffisamment proche pour montrer qu'il cherchait à deviner où elle se trouvait. Le second impacta plus près encore, à 200 mètres. Ils ajustèrent leur tir le long de la ligne de crête, avançant pas à pas, espérant la forcer à bouger ou la tuer par saturation. Kate ne bougea pas. Se déplacer trahirait sa position plus sûrement que l'immobilité. Elle se plaqua contre la roche, aussi plate que possible, et continua de tirer. Un chef de groupe en train d'organiser ses hommes, neutralisé. Un soldat avec une radio, probablement un observateur avancé guidant les mortiers. Neutralisé. Un combattant tentant de tirer un blessé hors de la ligne de feu. Elle hésita. Tirer sur les blessés ou ceux qui leur portent secours violait les règles de la guerre, mais il portait aussi un fusil. Il faisait partie de la force ennemie, et elle ne pouvait pas se permettre la clémence quand 1000 Marines dépendèrent de chacune de ses balles. Elle visa plus bas et tira dans la jambe. Pas mortel, mais hors de combat. Un compromis avec sa conscience. Les obus se rapprochaient encore. Anna faisait face au même problème au sud. Elle ne pouvait pas rester beaucoup plus longtemps, mais partir signifiait perdre les angles, perdre l'efficacité, perdre surtout l'illusion que la crête était tenue par une force importante. Kate prit une décision. Elle ralluma sa radio, pas pour le commandement, ce pont-là était déjà brûlé, mais pour les Marines dans la vallée qui surveillaient leur fréquence tactique.
Elle appuya sur le micro et parla d'une voix basse, calme, maîtrisée. La voix de quelqu'un qui avait le contrôle total. À tous les Marines qui reçoivent de messages, ici Overwatch, vous bénéficiez d'un appui sniper depuis la ligne de crête. Tenez vos positions. Du soutien arrive. Protocole, levée du jour en cours. Accusé réception, 3 secondes de silence. Puis une voix jeune, brisée par l'émotion. Overwatch, ici 2e bataillon, commandement. Reçu. On pensait être seul. La gorge de Kate se serra. Vous ne l'êtes pas. Tenez bon. Faites-leur payer chaque mètre. On vous couvre. Qui êtes-vous ? Des fantômes, répondit Kate avant de couper la radio. Elle reprit le tir. Les mortiers suivaient désormais un schéma précis, progressant vers le nord le long de la crête. La prochaine salve atteindrait sa position. Elle pouvait rester et mourir, ou bouger et briser l'illusion. Anna choisit pour elle. Un nouveau tir claqua depuis le sud, mais celui-ci ne visait pas des fantassins. Il était dirigé vers la position des mortiers elles-mêmes. Une distance extrême, plus de 3 km et demi, sur une cible qu'Anna distinguait à peine. La balle frappa l'un des tubes en plein centre. Kate ne sut jamais si sa sœur visait le tube ou l'équipe, mais le résultat fut spectaculaire. L'obus, déjà engagé, explosa dans le mortier, et toute la position se transforma en un enchaînement de détonations secondaires. Le tir de mortier cessa net. Kate s'autorisa un sourire bref, presque imperceptible. Ça, c'était Anna. Quand la doctrine disait « cache-toi et attends », elle répondait « attaque le problème à la source ». Le soleil franchit l'horizon. Une lumière dorée se répandit sur la vallée, illuminant 1000 Marines qui avaient survécu assez longtemps pour la voir. Ils étaient épuisés, meurtris, probablement à court de munitions, mais ils étaient en vie. Et l'attaque censée arriver avec l'aube n'était jamais venue. À la place, l'ennemi se réorganisait, comptait ses pertes, tentait de comprendre comment combattre un adversaire invisible. Kate balaya le rebord de la vallée avec sa lunette. Elle compta au moins 30 corps, soldats et officiers ennemis qui ne verraient jamais un autre coucher de soleil. Anna en avait sans doute neutralisé 15 ou 20 autres sur l'approche sud, 45 ennemis hors de combat, 49 balles tirées entre elles, 955 combattants ennemis encore debout, 45 cartouches restantes. Les chiffres n'étaient toujours pas en leur faveur. Mais la psychologie avait changé. L'ennemi, sûr de sa victoire quelques minutes plus tôt, avait maintenant peur. Et la peur était une arme plus puissante que n'importe quelle balle. Puis, dans sa lunette, Kate vit quelque chose qui lui noua l'estomac. Des véhicules arrivaient par l'est, pas des renforts ennemis. Ceux-ci étaient différents, plus grands, avançant selon le schéma reconnaissable d'une colonne mécanisée. L'espace d'un instant terrible, elle crut que le commandement avait envoyé des blindés pour achever ce que l'embuscade avait commencé. Puis, elle reconnut les silhouettes, des véhicules américains, des renforts pour les Marines en contrebas. Quelqu'un avait annulé l'ordre de retrait, ou la situation avait changé de priorité, ou quelque part, des officiers avaient décidé que 1000 vies valaient le risque finalement. L'aide arrivait, la vraie, avec blindés, infanterie, logistique, tout ce que Kate et Anna n'avaient pas. Elles avaient gagné le temps nécessaire. Les Marines allaient survivre. Kate saisit sa radio une dernière fois. 2e bataillon, Overwatch, colonne blindée amie en approche par l'est, ETA 15 minutes. Tenez vos positions et préparez-vous à l'arrivée des forces amies. Overwatch, reçu. Merci. Qui que vous soyez, merci. Kate ne répondit pas. Kate sécurisa son fusil et entama le décrochage de sa position. Anna faisait la même chose plus au sud. Elle devait disparaître avant l'arrivée des renforts, avant que quelqu'un ne commence à se demander qui avait assuré l'appui sniper. Elles avaient sans doute sauvé 1000 Marines, et ce faisant, elles venaient de mettre fin à leur carrière. Le repli dura des heures. Kate se déplaçait comme de la fumée le long de la crête, exploitant chaque creux du terrain, chaque ombre, pour effacer sa trace. L'ennemi était toujours là, toujours dangereux, toujours à la chasse des tireurs d'élite qui avaient pulvérisé leur attaque. Elle parcourut près de 5 km en 4 heures, avançant à la vitesse de la prudence, jamais celle de la hâte. Anna progressait en parallèle, sur le versant sud. Tout cela avait été prévu dès l'insertion initiale. Plusieurs routes d'exfiltration, des points de ralliement codés, des plans de secours pour les plans de secours. À présent, ces préparatifs faisaient la différence entre la vie et la mort.
Le terrain y était impitoyable. Des éboulis gelés qui glissaient sous chaque pas. Des plaques de glace prêtes à vous envoyer valser dans le vide. Un vent qui traversait l'équipement et la peau comme une lame. Les mains de Kate étaient engourdies malgré les gants. Son visage la brûlait de froid sous l'écharpe. Elle avançait quand même, s'arrêtait quand il le fallait, utilisait sa lunette pour scruter l'itinéraire avant de s'engager sur chaque nouvelle portion de terrain. C'était cette partie du combat dont on ne parlait jamais, les heures écrasantes de fatigue et d'inconfort, le travail lent, méthodique, de rester en vie. Derrière elle, les bruits de la bataille reprenaient, les blindés étaient arrivés, les Marines recevaient des renforts, l'ennemi se repliait, attaque brisée, chef éliminé, assurance détruite, la vallée tenait. Kate ne s'accorda aucune sensation de victoire. La victoire appelait des questions, des enquêtes. Et quelqu'un voudrait savoir qui avait ignoré directive Echo. Et pourquoi. Elle atteignit le premier point de ralliement vers midi. Un amas de rochers formant un abri naturel, marqué sur leur carte par des coordonnées qui n'avaient de sens que pour elles deux. Anna n'était pas encore là. Kate attendit, consulta sa montre. Anna aurait dû arriver depuis 30 minutes à allure normale, 45 si elle avait été retardée par une patrouille ennemie. 1 heure passa. Kate sentit pour la première fois la vraie peur s'insinuer en elle. Anna n'était jamais en retard. Jamais. Même à l'entraînement, même lors d'exercices où le timing n'avait aucune importance. Elle avait une horloge interne infaillible. Si elle n'était pas là, quelque chose s'était produit. Kate se força à raisonner tactiquement. Anna pouvait être clouée au sol, blessée, ou avoir choisi une route alternative pour une raison que Kate ne pouvait pas deviner. Partir à sa recherche signifiait s'exposer, risquer l'heure de vie, peut-être créer une crise là où il n'y en avait pas. Elle attendit encore 1 heure. Pour s'occuper, elle démonta et nettoya son fusil. Vérifia ses munitions restantes, mangea une ration froide de son sac, des gestes professionnels pour contenir la panique. La radio grésilla. La voix d'Anna, à peine plus qu'un souffle. Route nord, compromise, je prends la crête sud, 2 heures. Kate expira longuement. Reçu. À tout à l'heure. La transmission s'interrompit. Courte, codée, des termes qui n'étaient que du bruit pour quiconque écouterait. Anna était vivante, en mouvement. Retardée, mais pas en danger immédiat. Kate s'installa pour attendre. Le soleil poursuivit sa course dans le ciel. La température passa de brutalement glaciale à simplement mordante. Au loin, elle apercevait des hélicoptères au-dessus de la vallée. Des appareils d'évacuation sanitaire emportant les blessés, sans doute d'autres livrant du ravitaillement. Les Marines étaient pris en charge. Le système fonctionnait à nouveau, une fois que quelqu'un, quelque part dans la chaîne de commandement, avait décidé qu'il valait la peine d'être sauvé. Anna apparut exactement 2 heures plus tard, surgissant des rochers comme si elle était née de la pierre elle-même. Elle avait l'air épuisé, visage brûlé par le vent, yeux cernés, mouvements précis mais mesurés, ceux de quelqu'un au bout de ses réserves. « Je suis tombée sur une patrouille », dit-elle à voix basse en laissant tomber son sac. Détour de 8 kilomètres vers l'est, contact évité, planqué dans une crevasse pendant 1 heure pendant qu'il fouillait. Elle sortit sa gourde et but longuement. « Mais ils nous cherchent sérieusement. »« On leur a fait mal, » répondit Anna. « On les a sauvés, » corrigea Kate. « C'est pareil, tout dépend du point de vue. » Anna s'assit lourdement. « Et maintenant ?» Kate y pensait depuis des heures. Le commandement sait que quelqu'un est resté. Ils vont enquêter. Ils trouveront des indices, douilles, traces, balistiques. À la fin, ils remonteront jusqu'à nous. Combien de temps ? Quelques jours, 1 semaine si on a de la chance. Anna hocha la tête. Elle savait. Elles savaient toutes les deux. Cour martiale, dit-elle. Au mieux. Au pire, ils feront de nous un exemple. Kate énuméra les chefs d'accusation comme un inventaire de fautes, manquement au devoir en opération, refus d'obéir à des ordres directs, action hors de la chaîne de commandement. On pourrait prendre des années de prison militaire. Elle leva les yeux vers sa sœur. Est-ce que ça valait le coup ? Vraiment ? Anna la regarda sans hésiter. 1000 Marines sont rentrés chez eux. 1000 Marines ont vu un autre lever de soleil. Elle marqua une pause. Oui, ça valait le coup. Kate eut envie d'argumenter, de dire que le principe et la réalité n'étaient pas la même chose, mais elle ne le fit pas.
parce qu'au fond, elle avait fait exactement le même choix. Elle savait que le sacrifice sans stratégie n'était qu'un gâchis, mais elle ne pouvait pas le dire, parce qu'elle avait fait exactement le même choix qu'Anna. Elle avait coupé sa radio en connaissant parfaitement le prix à payer. « Il faut rejoindre le point d'extraction », dit Kate, se rendre avant qu'ils envoient des équipes chiites de recherche ou disparaître. Kate la fixa. « Quoi ?»« Disparaître », répéta Anna. « On sait être invisible. On s'en va. Nouvelles identités. Nouvelle vie. Le commandement pensera qu'on est morte, qu'on est sur cette crête. » Anna, je suis sérieuse. On a des compétences, une formation. On pourrait survivre hors du système, d'accord ? Mais comme quoi ? Des mercenaires ? Des criminels ? Kate secoua la tête. Ce n'est pas nous. Si, justement. On est celles qui ont obéi aux ordres jusqu'au moment où obéir signifiait regarder des gens mourir. Alors on a brisé le protocole. La voix d'Anna était dure. Si on se rend, le commandement nous écrase pour protéger le protocole qu'on a violé. On devient l'exemple, l'avertissement, la raison pour laquelle tous les autres devront obéir sans réfléchir. Kate n'avait aucun contre-argument, parce qu'Anna avait raison, c'était exactement ce qui se passerait. Le commandement ne pouvait pas laisser une telle désobéissance impunie. L'armée reposait sur la discipline. Si 2 tireuses pouvaient choisir quels ordres suivre, toute la structure devenait négociable. « Papa ne se serait pas enfui », dit Kate à voix basse. « Il est mort en suivant les ordres. » Elle hésita. « Tu veux que ce soit aussi notre épitaphe ?» Elles restèrent silencieuses, regardant la lumière de l'après-midi étirer les ombres sur les montagnes. 2 sœurs, 2 fusils, 2 visions opposées de l'avenir. Finalement, Kate parla. « Si on fuit, on leur donne raison. On devient les irresponsables, celles qui ont placé leur ego au-dessus de la mission, celles à qui on ne peut pas faire confiance. Et si on se rend, on devient des martyrs d'un système prêt à laisser mourir 1000 Marines parce que les documents disaient que c'était acceptable. » Elle leva les mains, lasse. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Anna sourit. Pas d'amusement, mais avec cette lucidité sombre de quelqu'un qui avait retourné le problème sous tous les angles. On fait ce qu'on a toujours fait. On prend le tir possible et on gère les conséquences après. Le point d'extraction est à 60 km au sud, dit Kate. Le commandement aura des hommes là-bas. Dès qu'on arrive, on est en garde à vue. Alors, on n'y arrive pas. On trouve une autre voie. Il n'y en a pas. On est en territoire hostile, pas de soutien, des réserves limitées. Kate vérifia ses munitions. Il me reste 22 cartouches. Toi, 18. 40 balles contre toute une région qui veut nous capturer ou nous tuer. Anna haussa les épaules. On a affronté pire ce matin. Quand on a décidé que 2 fusils pouvaient sauver un bataillon, Kate laissa échapper un rire bref, sec, un éclat de reconnaissance. Anna avait raison. Elles avaient déjà choisi l'impossible. Tout le reste n'était que détail. D'accord, dit Kate. On évite. On survit. Et après ? Après, on rentre aux États-Unis. On raconte notre histoire. Pas au commandement, mais à tout le monde, aux médias. On rend impossible le fait de nous enterrer discrètement. Les yeux d'Anna brillaient de ce genre de réflexion tactique qui la rendait dangereuse. Ils peuvent nous traduire en cour martiale, mais ils ne peuvent pas nous faire taire si tout le pays sait ce qui s'est passé dans cette vallée. C'était un plan. Pas un bon plan. Il avait une centaine de façons d'échouer, peut-être 2 de réussir, mais il valait mieux que la reddition, et mieux que la fuite éternelle. « Il faudra bouger de nuit », dit Kate, déjà plongée dans la logistique. « Éviter les zones habitées, vivre du terrain autant que possible. Je connais un itinéraire. J'étudiais les cartes pendant les briefings. » Anna sortit une carte pliée de sa veste. Des lignes au crayon, des annotations, des chemins alternatifs. Je me suis dit qu'on pourrait avoir besoin d'une sortie, un jour. Kate la regarda. « Tu préparais ça depuis longtemps ?»« Je préparais des options. Ce n'est pas pareil. » Kate étudia la carte. Le trajet passait par certains des terrains les plus hostiles de la région. Cols de montagne, vallées encaissées, zones que même l'ennemi patrouillait rarement. Il faudrait des semaines. Ce serait éprouvant. On les traquerait depuis plusieurs directions. Mais ça pouvait marcher. « Quand est-ce qu'on part ?» demanda Kate. « À la nuit tombée, dans 4 heures. » Anna replia la carte. « Repose-toi. Quand on commencera à bouger, on ne s'arrêtera plus avant d'être hors de portée. » Kate acquiesça. Elle aurait dû ressentir de la peur. Elles allèrent devenir des fugitives,
traquées par leur propre armée, coincées en territoire ennemi. À la place, elles ressentaient autre chose, une clarté, un but. La même sensation que sur la crête, quand elle avait éteint sa radio. Certains choix ne concernent ni les protocoles, ni les conséquences. Ils concernent ce que l'on accepte de voir dans le miroir pendant les 50 prochaines années. Elle ferma les yeux et tenta de dormir. Dans 4 heures, elles entameront la mission la plus longue de leur vie. Sans soutien, sans secours, sans personne pour venir les sauver. Juste 2 sœurs, 40 balles, et une très longue marche vers la maison. Elles se déplacèrent dans l'obscurité comme de l'eau s'infiltrant dans les fissures. Kate ouvrait la route, naviguant à l'instinct, à la mémoire et à la lumière des étoiles. Pas de GPS, trop facile à tracer. Pas de radio, même problème. Juste la navigation à l'ancienne, les montagnes comme repères. Le calcul à l'estime pour mesurer la distance. Anna suivait à une vingtaine de mètres derrière, surveillant leurs traces, s'assurant qu'elles laissaient le moins de signes possible. Elle progressait par segments de 30 minutes, puis s'arrêtait alors pour écouter. Écouter était la compétence la plus cruciale en évasion. Les yeux montraient ce qui était visible. Les oreilles révélaient ce qui approchait. Moteur lointain. Parasite radio. Le son particulier d'un déplacement coordonné dans un terrain difficile. Pendant les 3 premières heures, elles n'entendirent rien d'autre que le vent et leur propre respiration. Puis, aux alentours de minuit, le bruit des hélicoptères apparut. Le son venait du nord. Plusieurs rotors, probablement des appareils de recherche équipés de capteurs thermiques. Ils balayaient la ligne de crête où Kate et Anna avaient été postées, cherchant des corps, des indices, les tireuses qui avaient sauvé un bataillon avant de disparaître. Elles se plaquèrent dans un ravin, se couvrant de pierres meubles et de végétation. Les couvertures thermiques de leurs sacs masqueraient leur signature thermique, mais uniquement si elles restaient parfaitement immobiles. Même la chaleur d'une respiration pouvait apparaître comme une anomalie sur des capteurs sensibles. Les hélicoptères passèrent au-dessus d'elles. Les projecteurs fouillaient les rochers d'une lumière blanche, crue, impitoyable. Kate comptait les secondes entre chaque balayage, reconstruisant mentalement le schéma de recherche. Ils étaient méthodiques. Quelqu'un de haut placé voulait des réponses. Après 20 minutes, les appareils poursuivirent leur quadrillage vers l'ouest. Kate et Anna attendirent encore une demi-heure pour être certaines. Puis elles sortirent de leur cache et reprirent la marche. À l'aube, elles avaient parcouru près de 20 kilomètres. Ce n'était pas rapide, mais c'était tenable. Et surtout, elles s'étaient déplacées perpendiculairement à la direction attendue. Le point d'extraction était au sud. Elles allaient au sud-ouest, vers les zones frontalières, là où l'autorité devenait floue et où le terrain rendait toute poursuite coûteuse. Elles trouvèrent refuge dans une cabane de berger abandonnée, à peine plus que des pierres empilées et un toit partiel, mais suffisantes pour les dissimuler pendant la journée. Anna prit le premier tour de garde. Kate tenta de dormir. Elle n'y parvint pas. Son esprit revenait sans cesse à la vallée, aux jeunes marines qui creusaient frénétiquement dans la terre gelée. Était-il en vie? Les renforts étaient-ils arrivés à temps? Saurait-il un jour qui se trouvait sur cette crête? Probablement pas. L'armée classerait l'incident. Le rapport officiel dirait que le bataillon avait été renforcé par des forces conventionnelles, que les pertes étaient acceptables, que le protocole avait été respecté. Les sœurs, qui avaient désobéi pour les sauver, deviendraient une note de bas de page, si elles étaient mentionnées, à moins qu'elles ne rentrent chez elles, à moins qu'elles ne racontent elles-mêmes l'histoire. Kate sombra finalement dans un sommeil agité, les mains toujours refermées sur son fusil. 4 heures plus tard, Anna la réveilla. Mouvement à l'est, environ 5 kilomètres. Kate fut instantanément éveillée. Quel type? Patrouille à pied, organisée. Ça peut être les nôtres comme les leurs. Dans tous les cas, on évite le contact. Elles replièrent rapidement et s'enfoncèrent plus profondément dans les montagnes. Le terrain jouait désormais contre elles. Plus elles montaient, plus elles devenaient visibles. Mais être exposées valait mieux qu'être capturées. Elles avancèrent encore 6 heures, s'arrêtant souvent pour vérifier leur arrière. La patrouille qu'Anna avait entendue n'apparut jamais. Elle avait peut-être rebroussé chemin. Peut-être cherchait-elle encore. Peut-être coordonnait-elle avec d'autres unités pour tendre un filet. À la tombée de la nuit, elles avaient gagné 15 km supplémentaires, 27 au total, une distance de marathon en conditions normales.
En montagne, chargés, tout en évitant une poursuite, c'était remarquable et totalement intenable sur la durée. « Il faut trouver des provisions », dit Anna lors de leur halte nocturne. « Surtout de l'eau. Il nous reste une demi-gourde chacune. » Kate acquiesça. Elles avaient à croiser plusieurs ruisseaux, mais l'eau de la région était douteuse, sans purification. Elles avaient des pastilles, mais en quantité limitée. La nourriture devenait aussi un problème. Leur ration tiendrait encore 4 jours, en rationnant sévèrement. « Il y a un village, » dit Kate en consultant la carte, à une 30aine de kilomètres au sud-ouest. Isolé. Peu probable qu'il intéresse l'armée. Avec quelle monnaie ? On a des dollars américains et des bons militaires. Les deux nous désignent comme étrangères. Anna sortit une petite bourse de son sac. À l'intérieur, des pièces d'or et de la monnaie locale, prévues pour les informateurs lors de leur insertion initiale. Une 50aine de dollars tout au plus. « Assez urgent ?» demanda-t-elle. Kate hocha la tête. « On entre séparément. Tu achètes la nourriture. Je prends l'eau et le nécessaire. Point de rendez-vous au nord du village. 1 heure maximum. » Elle marqua une pause. « Et si l'une de nous ne ressort pas, l'autre continue. » Elle le dit d'un ton neutre, professionnel. Mais les mots avaient le goût de la cendre. L'idée d'avancer sans Anna était insupportable. Pourtant, l'attachement était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elles atteignirent le village vers minuit. Une 30aine de bâtiments, tout au plus, la plupart plongés dans l'obscurité. Quelques fenêtres encore éclairées. Un chien aboya contre les ombres. Anna y alla la première. Elle avait ce don rare, se fondre dans l'environnement, traverser un espace sans jamais attirer l'attention. Kate observa à distance tandis que sa sœur entrait dans une petite échoppe encore ouverte, sans doute pour les travailleurs de nuit ou les voyageurs de passage. Kate arriva par l'autre côté du village. Elle entra dans une échoppe différente. Le propriétaire, un vieil homme à moitié endormi derrière son comptoir, leva à peine les yeux. À coups de gestes et avec les quelques mots de langue locale qu'elle maîtrisait, elle acheta des bouteilles d'eau, des fruits secs, du pain. L'homme encaissa les pièces et rendit la monnaie avec les mouvements mécaniques de quelqu'un qui avait répété la même transaction des milliers de fois. Il ne lui posa aucune question. 10 minutes plus tard, Kate était de nouveau dans la rue. 5 minutes après, Anna sortit de son magasin. Elles se retrouvèrent à la lisière nord du village, échangèrent un simple signe de tête, puis continuèrent à marcher sans ralentir. Ce n'est qu'une fois, à plus d'1 kilomètre, qu'Anna parla. Quelqu'un posait des questions sur des Américains. La main de Kate se crispa instinctivement sur son fusil. Dans la rue, devant la boutique, j'ai entendu à travers la fenêtre. Un homme demandait si quelqu'un avait vu des soldats étrangers proposer de l'argent, chasseurs de primes ou renseignements. Dans tous les cas, quelqu'un sait qu'on est dans la région. Elles accélérèrent. Le village avait été un risque, nécessaire, mais un risque tout de même. À présent, c'était un point sur une carte, un indice indiquant à leurs poursuivants où concentrer les recherches. Pendant 3 jours supplémentaires, elles traversèrent les montagnes. Montées interminables, descentes abruptes, lignes de crêtes et lits de rivières asséchées. Elles évitaient routes et habitations, survivant grâce aux provisions achetées et à ce qu'elles pouvaient trouver en chemin. Le 4e jour, elles entendirent de nouveau des hélicoptères. Plus proches. Cette fois, le schéma de recherche avait changé. Ceux qui les traquaient avaient ajusté leur périmètre. « Ils ont trouvé quelque chose, » dit Kate. « Une trace. On a laissé un signe. »« Ou alors ils devinent mieux qu'on ne disparaît, » répliqua Anna. Cette nuit-là, elles prirent une décision. Au lieu de continuer vers le sud-ouest en direction de la frontière, elles tourneraient plein sud, puis bifurqueraient vers l'est. Un itinéraire plus long, mais traversant un terrain trop accidenté pour permettre des recherches efficaces par hélicoptère. Cela ajouterait 1 semaine, peut-être 2. Elles manqueraient de vivre. Il faudrait risquer un autre village, ou trouver une autre solution. Mais elles seraient en vie. Le 5e jour, la météo bascula. La neige commença à tomber, légère d'abord, puis de plus en plus dense. La visibilité chuta à quelques mètres. La température s'effondra. C'était le genre de tempête qui tuait les voyageurs imprudents. Kate et Anna avaient connu pire. Elles utilisèrent la tempête comme couverture, avançant dans des conditions qui clouaient les hélicoptères au sol et immobilisaient les patrouilles à pied. En 18 heures, elles parcoururent plus de 30 kilomètres, laissant derrière elles des traces aussitôt effacées par la neige.
Quand la tempête se dissipa enfin, elles se trouvaient à plus de 60 km de la zone où les recherches s'étaient concentrées. Elles avaient gagné un répit. Mais Kate savait que cela ne durerait pas. On ne mobilisait pas autant de moyens sans raison. Le commandement ne poursuivait pas des fantômes, sauf si ces fantômes représentaient un problème. Et 2 tireuses d'élite ayant ignoré Directive Echo en étaient éteints. La question n'était pas si elles étaient un problème, mais à quel point. Et jusqu'où le commandement serait prêt à aller pour le résoudre. Elles découvrirent l'avant-poste militaire abandonné le 9e jour. Il dominait une vallée étroite depuis une crête, l'un de ces dizaines de postes construits lors de conflits précédents, puis laissés à l'abandon quand la guerre s'était déplacée ailleurs. Les murs s'effritaient. Le toit s'était en grande partie effondré. Mais les fondations tenaient encore, et l'emplacement offrait une vue dégagée sur tout le terrain alentour. Surtout, il y avait une cache. Chaque avant-poste disposait de réserves dissimulées, munitions, matériel médical, rations. Lors des retraits, l'armée les récupérait rarement. Trop d'efforts pour trop peu de valeur. Pour 2 fugitives à court de ressources, c'était une bénédiction. Anna la trouva sous une pierre descellée, dans ce qui avait été la salle des transmissions. Un conteneur métallique scellé, enterré, intact depuis des années. À l'intérieur, 6 boîtes de munitions compatibles avec leurs fusils, des pansements de terrain, des pastilles de purification d'eau et une douzaine de rations de combat. Probablement périmées, mais consommables. « Quelqu'un veille sur nous », dit Anna en vérifiant les dates sur les boîtes de munitions. « Ou on a juste de la chance », répondit Kate, mais elle ressentait la même chose, cette impression étrange que l'univers conspirait pour les maintenir en mouvement. Elles passèrent la nuit dans l'avant-poste, se relayant pour la garde. Kate prit le second tour, veillant pendant les heures précédant l'aube, le moment où les attaques étaient les plus probables. Elle observa la vallée en contrebas, guettant le moindre mouvement, la plus petite lumière, le moindre signe qu'on les avait suivis. Rien. Seulement le vent dans l'obscurité et le cri lointain d'un oiseau nocturne. Quand Anna la releva à l'aube, Kate se permit enfin de penser au-delà de la survie immédiate. Elles avaient parcouru près de 160 km. Elles approchaient de la zone frontalière, pas une frontière officielle avec postes et barrières, mais cet espace flou où l'autorité d'un pays s'effilochait avant que celle d'un autre ne prenne réellement le relais. Si elles atteignaient cette zone, elles pourraient trouver des gens qui se moquaient des protocoles militaires, des passeurs, des trafiquants, des intermédiaires capables de faire traverser des hommes et des marchandises contre paiement. Avec les pièces d'or restantes et peut-être leurs armes en monnaie d'échange, elles pourraient organiser un passage vers un endroit plus sûr. Ensuite, il faudrait trouver une ambassade, puis des journalistes prêts à écouter, raconter l'histoire avant que le commandement ne l'enterre. C'était un pari insensé, mais tout leur pari l'avait été. « Je pensais à la maison », dit Anna à voix haute, en s'asseyant près d'elle. Kate hocha lentement la tête, elle aussi. « Tu penses à ce qui se passera si on y arrive ?» demanda Anna. « Quand on y arrive, » corrigea Kate avec un léger sourire. « Quand, d'accord, tu doutes ? Je suis réaliste, on a brisé toutes les règles, on paiera pour ça. Même si on raconte notre histoire. » Elle marqua une pause. « Mais on paiera selon nos termes, pas selon les leurs. » Anna observa la vallée en contrebas. « Tu te souviens de ce que disait papa à propos des conséquences ? Il avait une centaine de citations. Celle sur le fait d'assumer ses choix. Il disait que la pire chose qu'un marine puisse faire, ce n'était pas de se tromper. C'était de se tromper et de prétendre que quelqu'un d'autre était responsable. » Anna jeta un regard à sa sœur. « On assume. Tout. Ça compte. » Kate hocha la tête. « Oui, ça compte. Peut-être pas devant une cour martiale, mais dans le registre intérieur qu'on portera toute notre vie. » Elles quittèrent l'avant-poste en milieu de matinée, le laissant aussi vide qu'elles l'avaient retrouvé. La cache avait repoussé l'échéance. Elle pouvait tenir encore 1 semaine, peut-être 2, avant que les vivres ne redeviennent critiques. Le terrain changeait. Les hautes montagnes cédèrent la place aux contreforts, qui s'aplaniraient bientôt en plaine frontalière. La marche serait plus facile, mais la couverture plus rare. Elles devraient redoubler de prudence. Le 11e jour, elles rencontrèrent des gens. Un petit groupe, 6 ou 7 personnes, avançant à pied avec des animaux de bas. Pas des militaires, des commerçants ou des nomades, sans doute, transportant des marchandises entre des régions absentes des cartes officielles. Kate et Anna observèrent de loin, hésitants.
Ces gens pouvaient avoir des informations, des provisions à échanger ou des radios, ou l'envie de signaler des soldats étrangers contre récompense. « À toi de décider », murmura Anna. Kate étudia le groupe à la lunette. Leur langage corporel était détendu, aucun déplacement tactique. Ils s'arrêtaient pour faire boire les bêtes, partager de la nourriture. Des gens ordinaires, survivant dans un pays dur. « On approche ouvertement », décida Kate. Armes visibles, mais non menaçantes. On tente un échange. Elles quittèrent leur poste d'observation en faisant volontairement du bruit pour ne pas donner l'impression d'une embuscade. Le groupe les remarqua aussitôt. Une tension brève. Des mains qui se rapprochent d'armes rudimentaires. Puis, ils virent qu'il ne s'agissait que de 2 femmes seules, sans agressivité. Le chef s'avança. Un vieil homme d'une 60aine d'années, le visage buriné par des décennies de soleil et de vent. Il parla dans la langue locale que Kate comprenait à peine. Elle répondit lentement, avec soin. « Nous cherchons à échanger. Nourriture contre or. » Le vieil homme les observa attentivement. Ses yeux s'attardèrent sur les fusils, l'équipement, la manière dont elles se tenaient. Il savait ce qu'elles étaient. La vraie question était de savoir s'il s'en souciait. Il annonça un prix. Absurde. Kate contre-proposa. Le vieil homme rit et baissa un peu. Ils s'accordèrent sur un montant encore excessif, mais acceptable. Kate tendit les pièces. En échange, il sortit de la viande séchée, du pain plat, du fromage enveloppé dans un tissu. De la vraie nourriture, pas des rations militaires. Alors que l'échange se terminait, le vieil homme parla de nouveau. Kate ne saisit pas chaque mot, mais le sens était limpide. « Des hélicoptères cherchent quelqu'un. Beaucoup d'hélicoptères, beaucoup de soldats. Vous êtes pas imprudente. »« Oui, » répondit Kate simplement. « Prudente. » Le vieil homme sourit, laissant apparaître des dents manquantes. Puis il ajouta autre chose. Et cette fois, il n'y avait aucune ambiguïté. La bataille de la vallée. On entend des histoires. 2 femmes sauvent beaucoup de soldats. Il posa une main sur sa poitrine, en signe de respect. Dieu veille sur les courageux. Il savait. Kate sentit Anna se raidir à côté d'elle. Un mot aux autorités, un appel radio, et tout s'arrêtait là. Elles étaient à la merci de cet homme. Le vieil homme se tourna brusquement vers son groupe et donna des ordres secs. Ils reprirent le chargement, se préparant à partir. Puis il regarda une dernière fois Kate et Anna. « Nous n'avons rien vu. Nous allons à l'ouest. Vous... » Il fit un geste vague. « Allez où vous devez aller. Voyagez en sécurité. » Il s'éloigna sans attendre de réponse. Son groupe le suivit. En quelques minutes, il n'était plus que des silhouettes lointaines sur l'horizon. « Il savait, » murmura Anna. Et il n'a rien dit. Kate regarda les voyageurs disparaître. Parce que certaines histoires valent plus qu'une récompense. Elle réfléchit. Ou parce qu'il a perdu des proches dans ces guerres. Ou parce qu'il respecte ceux qui ont essayé de sauver des vies. Ou peut-être qu'il se fiche simplement des conflits entre puissances et puissances étrangères. Quoi qu'il en soit, il leur avait donné plus que de la nourriture. Il leur avait donné la certitude que tout le monde ne les traquerait pas. Elles poursuivirent vers le sud. 3 jours plus tard, elles atteignirent Chiquan la zone frontalière. Il n'y avait ni panneaux, ni clôtures, ni postes officiels. Mais Kate sentait le changement. Dans la terre, dans les villages, dans la manière dont les gens se déplaçaient. C'était la marge, l'entre-deux, l'endroit où les règles se relâchaient et où la survie l'emportait sur l'idéologie. Elles trouvèrent une petite ville vivant presque exclusivement du marché gris. Des marchandises y transitaient hors des circuits officiels. Des gens y passaient sans jamais franchir de frontières reconnues. C'était exactement ce dont elles avaient besoin. Elles trouvèrent une intermédiaire dans une maison de thé. Une femme d'une 40aine d'années à qui il manquait 2 doigts à la main gauche. Les affaires se traitaient dans une pièce arrière, enfumée, pleine de murmures discrets et de regards calculés. Kate expliqua ce dont elles avaient besoin en termes simples. Un passage de l'autre côté de la frontière, sans question. Paiement en liquide. La femme annonça un prix qui engloutissait toutes leurs pièces restantes, plus leurs munitions. « Pas les munitions, » dit Kate aussitôt. « On garde nos armes. » La femme haussa les épaules. « Alors pas de transport. Les munitions valent plus que l'or. Vos fusils sans balles ne sont que des bâtons coûteux. » Anna croisa le regard de Kate. Quelques secondes, des micro-gestes, une discussion silencieuse. Elles étaient allées trop loin pour échouer ici. Les munitions étaient une assurance.
mais une assurance dont elle n'aurait peut-être jamais besoin si elle parvenait à franchir ce dernier obstacle. « D'accord, » dit Kate, « mais on garde les fusils. » La femme hocha la tête. « 3 jours. Un convoi de camions part vers le sud. Vous voyagez dans un conteneur avec la cargaison. Inconfortable, peut-être dangereux, mais vous traversez la frontière et personne ne pose de questions. »« À quel point dangereux ?» demanda Kate. « Parfois, les checkpoints inspectent les conteneurs. Si ça arrive, ce n'est plus notre problème. Vous vous cachez bien. Ou vous en assumez les conséquences. » Kate et Anna échangèrent un dernier regard. Elles avaient affronté pire. « On sera prêtes, » dit Kate. La femme récupéra leurs munitions et la moitié de leurs pièces. Le reste serait payé à la livraison. En quittant la maison de thé, Kate se sentit plus légère. Pas physiquement. Elle et Jill venaient de céder les 2/3 de leur capacité de combat. Mais mentalement. Cet accord représentait le dernier mur. 3 jours, puis la frontière, puis la liberté de chercher un chemin vers la maison. Elles trouvèrent refuge dans un bâtiment abandonné, une carcasse calcinée qui avait autrefois servi d'entrepôt. Elles dormirent à tour de rôle, économisant leurs forces, se préparant mentalement à la dernière étape. La deuxième nuit, la voix d'Anna rompit le silence. « Tu crois qu'il se passe quoi après ?»« Après qu'on ait raconté notre histoire ? » ?»« Oui. » Kate resta un moment sans répondre. « Honnêtement, cour martiale, probablement. Peut-être de la prison, peut-être une simple radiation. » « Et ça vaut le coup ?» Kate pensa aux jeunes marines dans la vallée, aux 1000 vies qui avaient vu un autre lever de soleil. À cette vérité simple, certains ordres méritent d'être questionnés. « Oui, » dit-elle enfin, « ça vaut le coup. » Elles attendirent le 3e jour. Le camion arriva avant l'aube, exactement comme promis. Un vieux transport commercial, moteur diesel fatigué, des conteneurs légaux à l'avant et d'autres, moins officiels, dissimulés ailleurs. Le chauffeur ne leur adressa presque pas la parole. Il se contenta de désigner un panneau sur le flanc du camion. Il s'ouvrit, révélant un espace d'environ 2 mètres sur 1,20 m, haut de moins d'1 mètre. « Vous rentrez ?» dit-il dans un anglais approximatif. « Vous restez silencieuse. Pas de mouvement quand le camion s'arrête. On vous dira quand c'est sûr. » Kate et Anna se glissèrent à l'intérieur. L'espace était plus étroit encore qu'annoncé. Étouffant. Elles durent s'allonger sur le côté, coincées contre des caisses qui sentaient l'huile de moteur et une odeur organique, rance depuis longtemps. Le panneau se referma. L'obscurité devint totale. Le camion démarra. Kate tenta de suivre le trajet à l'instinct, compter les virages, estimer la vitesse, sentir les pentes. Mais au bout d'1 heure, toute notion d'orientation s'était dissoute. Sud, ouest, cercle, impossible à dire. À côté d'elle, la respiration d'Anna restait calme. Sa sœur avait toujours mieux supporté les espaces confinés. Une question de tempérament, peut-être, ou simplement une volonté capable d'écraser la claustrophobie. Kate se concentra sur sa respiration. Inspirer, expirer, rester calme. C'était temporaire. Inconfortable, mais temporaire. Le camion s'arrêta. Des voix, dehors, plusieurs, ton officiel. Kate ne comprenait pas chaque mot, mais elle reconnaissait le rythme. Force de sécurité, garde de checkpoint, des gens avec de l'autorité et des soupçons. Le moteur se coupa. Quelqu'un monta sur la plateforme, des pas le long des conteneurs, des panneaux ouverts, des caisses inspectées. La fouille était minutieuse. La main de Kate trouva celle d'Anna dans le noir. Elle serra une fois. Anna répondit. Quoi qu'il arrive, ce serait ensemble. Les pas se rapprochèrent, s'arrêtèrent juste au-dessus de leur compartiment. Kate retint son souffle, convaincue que le panneau allait être arraché, convaincue que c'était la fin. Les pas s'éloignèrent. D'autres voix, d'autres inspections, des questions, des réponses lassées du chauffeur, de la routine. Les gardes fouillaient parce que c'était leur travail. Le chauffeur subissait parce que c'était le sien. 30 minutes plus tard, le moteur redémarra. Le camion repartit. Elles avaient franchi le checkpoint. Kate expira lentement, un soulagement brutal envahissant son corps. La main d'Anna était toujours dans la sienne. Aucune des deux ne la lâcha pendant leur césure suivante. Quand le panneau s'ouvrit enfin, la lumière du jour transperça l'espace comme des lames. Kate cligna des yeux, les muscles raidis par des heures d'immobilité. Le visage du chauffeur apparut dans l'ouverture. « Frontière passée. 1 heure jusqu'à la ville. Après, vous n'êtes plus mon problème. » Il referma le panneau, moins hermétiquement cette fois.
La route reprit. L'air et la lumière filtrèrent par les interstices. Kate distinguait désormais clairement Anna, la fatigue gravée sur son visage, mêlée à une détermination intacte. « Presque arrivé, » murmura Anna. « Presque, » répondit Kate. Le camion roula encore 1 heure, puis s'arrêta dans ce qui ressemblait à une rue animée. Le panneau s'ouvrit complètement. Elles se hissèrent dehors, raides, endolories, éblouies par la lumière de l'après-midi et le tumulte de la ville. Le chauffeur désigna la rue d'un geste vague. Quartier des ambassades, 4 pâtés de maisons. À pied, à partir d'ici. Il n'attendit pas de remerciements. Le panneau se referma. Le camion s'éloigna. Kate et Anna restèrent là, sur un trottoir d'une ville étrangère, portant des sacs lourds et des vêtements qui trahissaient encore leur identité militaire, même sans un signe. Il fallait agir vite. Attirer l'attention ici serait dangereux. Elles trouvèrent une ruelle, enlevèrent leurs équipements tactiques extérieurs, les enfouirent au fond d'une benne à ordures. En dessous, elles portaient des vêtements civils froissés, sales après des jours de marche, mais banals. Les fusils furent donc démontés et rangés dans des sacs de randonnée, en pièces non reconnaissables au premier regard. Puis, elles se dirigèrent vers le quartier des ambassades, 4 blocs de 28. Elles prirent des détours, vérifièrent les reflets dans les vitrines, s'assurèrent de ne pas être suivies. Lorsqu'elles atteignirent enfin les grilles de l'ambassade, le crépuscule approchait. Les Marines de garde les examinèrent avec une suspicion professionnelle. 2 femmes épuisées, sacs lourds, arrivant juste avant la fermeture. « Nous sommes citoyennes américaines, » dit Kate. « Nous devons parler à quelqu'un. C'est urgent. » « La nature de votre demande ?» Kate jeta un regard à Anna. C'était le point de non-retour. « Nous sommes Marines des États-Unis, » dit-elle, « et nous devons signaler un incident. » La posture du garde changea aussitôt. « Vous avez des papiers ?» Kate sortit sa carte militaire, abîmée par 2 semaines de marche, mais lisible. Anna fit de même. Le garde principal parla dans sa radio. Quelques minutes plus tard, une responsable apparut. Une femme d'une 50aine d'années, tenue impeccable, autorité calme et tranchante. « Margaret Chen, chef adjointe de mission, on me dit que vous êtes Marines. »« Oui, madame, capitaine Kate Donovan et lieutenant Anna Donovan. Nous devons parler immédiatement aux attachés de défense. » Chen les observa attentivement. « Vous n'êtes sur aucun registre de l'ambassade. Où est votre unité ?»« C'est précisément ce que nous devons expliquer à l'attaché, en privé. » Chen hésita à peine. « Suivez-moi. » Elles furent escortées à l'intérieur du complexe, passèrent les contrôles de sécurité, puis furent installées dans une salle de réunion sous l'œil attentif de plusieurs gardes. Leurs armes avaient été confisquées, avec courtoisie, mais sans discussion. 20 minutes plus tard, un homme en uniforme de la Navy entra. Galon de commandant. Attaché de défense, ou très proche. Commandant David Price. On m'a dit que vous aviez des informations concernant un incident. Kate inspira profondément. C'était l'instant décisif, le moment où elles cessaient d'être des fugitives pour devenir autre chose, lanceuses d'alerte, héroïnes ou criminelles, selon l'oreille qui écouterait. Il y a 2 semaines, le 3e bataillon d'un régiment de Marines a été pris en embuscade dans une vallée à environ 200 km au nord d'ici. Le commandement a déclenché la directive ECHO et ordonné le retrait de tous les éléments de soutien. Elle marqua une pause. Le lieutenant Donovan et moi étions déployés en appui sniper. Nous avons désobéi à cet ordre. Nous sommes restés en position et avons fourni un appui-feu jusqu'à l'arrivée des renforts. Le bataillon a survécu. Nous estimons encourir une cour martiale pour ces actes. L'expression de Price ne changea pas. La directive ECHO est classifiée. Comment en avez-vous connaissance ? Parce que nous avons reçu l'ordre et parce que nous l'avons violé. Pouvez-vous prouver ce que vous avancez ? Kate sortit un petit carnet de sa veste. Son journal de mission. Coordonnées, vent, tir effectué, horaire, distance. Un compte rendu tactique complet de tout ce qui s'était passé sur cette crête. Les analyses balistiques correspondront à nos fusils. Les douilles sont toujours sur place. Les Marines dans la vallée peuvent confirmer qu'un appui sniper a été fourni. Et le commandement sait que 2 équipes ont cessé toute transmission exactement au moment où la directive ECHO a été émise. Price prit le carnet, parcourut quelques pages. Son expression changea enfin.
non pas vers la colère ou l'approbation, mais vers une prudence calculée. Vous comprenez ce que vous affirmez ? Que vous avez désobéi à un ordre direct en opération de combat ? Oui, monsieur. Et vous comprenez les conséquences possibles ? Oui, monsieur. Il releva les yeux. Alors pourquoi vous livrer ? Vous avez franchi la frontière. Vous auriez pu disparaître. Kate regarda Anna. C'était la question qui les avait hantés pendant des nuits entières. Pourquoi ne pas s'effacer ? Parce que la vérité compte, répondit Kate, parce que 1000 Marines sont en vie et que quelqu'un doit expliquer pourquoi le commandement était prêt à les sacrifier, parce que si nous disparaissons, l'histoire sera enterrée. Mais si nous nous présentons et la racontons, alors peut-être quelque chose changera. Price resta silencieux un long moment. Puis, il referma le carnet et posa son regard sur les deux sœurs. À partir de cet instant, vous êtes toutes les deux sous autorité militaire. Vous resterez ici en attendant la fin de l'enquête, déclara le commandant Price. Je dois contacter le commandement central et obtenir des instructions. C'est complexe. Nous comprenons, monsieur, répondit Kate. Price secoua lentement la tête. Je ne suis pas certain que vous compreniez vraiment. Il se leva. Vous avez sauvé des vies, le commandement le reconnaîtra. Mais vous avez aussi rompu la chaîne de commandement en pleine opération. L'armée ne peut pas fonctionner si chacun choisit les ordres qu'il applique. Il marqua une pause. Vous avez placé le commandement dans une position impossible. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, répondit Anna. Sa première intervention depuis leur entrée à l'ambassade, le commandement s'est placé lui-même dans cette position en déclenchant la directive ECHO. Price la fixa durement. Puis, contre toute attente, l'ombre d'un sourire passa sur son visage. Ça, lieutenant, ce sera entre vous et la cour martiale. Il se tourna vers les gardes. Pour l'instant, vous êtes toutes les deux consignées dans l'enceinte de l'ambassade. Marines, conduisez-les aux chambres de rétention. Kate et Anna furent emmenées, séparées pour la première fois depuis 2 semaines. Quand la porte se referma derrière elles, Kate sentit le poids de tout ce qu'elles avaient fait retomber sur ses épaules. Elles avaient réussi. Elles étaient en sécurité. Elles raconteraient leur histoire et ensuite elles affronteraient ce qui viendrait. Kate passa 3 jours à l'isolement. Une petite pièce au sous-sol de l'ambassade, un lit, un bureau, une chaise, pas de fenêtre. Les repas déposés par des gardes qui évitaient son regard. Elle n'était pas officiellement arrêtée. Aucune charge n'avait encore été formulée, mais elle était clairement détenue. Le premier interrogatoire eut lieu le 2e jour. 2 officiers de l'inspection générale, un colonel et un major. Tous deux arborèrent cette expression prudente propre à ceux qui savent qu'une enquête peut devenir politiquement explosive. Ils passèrent le carnet de Kate Page par page, recoupèrent ses déclarations avec les images satellites, les rapports de combat, les transcriptions radio, posèrent les mêmes questions de plusieurs manières, cherchant la faille, l'exagération, la contradiction. Kate répondit honnêtement. Mentir n'aurait servi à rien. Les preuves parleraient d'elles-mêmes. « Vous affirmez avoir tiré 47 fois, dit le major. C'est un chiffre exceptionnel pour un seul engagement. Je n'ai pas touché 47 personnes, j'ai tiré 47 coups. Combien ont été réellement efficaces ? Je ne peux pas le confirmer. Peut-être 30, 35. Le reste, c'était du tir de suppression ou des tirs sur du matériel. Cela reste remarquable. Ma sœur a probablement fait autant. Nous avions de bonnes positions, et l'ennemi nous a offert des cibles. Le colonel se pencha en avant. Pourquoi n'avez-vous pas décroché quand l'ordre a été donné ? Parce que le décrochage aurait conduit à l'anéantissement du bataillon. La directive ECHO vise à préserver des ressources. Nous avons estimé que notre présence préserverait davantage de ressources que notre retrait. Ce calcul n'était pas le vôtre à faire, capitaine. Non, monsieur. Mais c'est celui que nous avons fait quand même. Les interrogatoires durèrent des heures. Il faisait trop des pauses, revenait, reformulait. Kate répondit jusqu'à en avoir la voix rauque, puis continua. Le 3e jour, ils firent entrer Anna. Les 2 sœurs furent installées de part et d'autre de la table, dans la même salle de réunion où elles avaient fait leur déclaration initiale. Anna avait l'air épuisée, mais intacte. Elle n'avait pas le droit de s'adresser la parole. « Lieutenant Donovan, demanda le colonel, votre sœur vous a-t-elle ordonné de rester en position ? Non, monsieur. Nous avons discuté des options et sommes arrivés à la même conclusion, chacune de notre côté. Donc,
Décision conjointe. Oui, monsieur. Qui a coupé sa radio en premier? Anna jeta un regard à Kate. Est-ce que cela a une importance? Cela établit la chaîne de responsabilité. Nous avons coupé nos radios à quelques secondes d'intervalle. Je ne sais pas qui a été la première. Et je m'en fiche. Le colonel nota quelque chose. Vous comprenez que désobéir à la directive ECHO constitue une faute grave? Je comprends que suivre la directive ECHO aurait été une faute plus grave encore, monsieur. L'interrogatoire continua. Il cherchait à quelque chose, une préméditation, une conspiration, un angle juridique facilitant soit l'accusation, soit l'excuse. Kate savait qu'il ne trouverait rien. Leur décision avait été instantanée, dictée par la situation. Pas planifiée, pas malveillante, juste 2 Marines faisant le choix qu'elles jugèrent nécessaire. Après 8 heures, le colonel referma son dossier. Vous resterez toutes les 2 en détention en attendant l'examen du commandement. Une cour martiale va être constituée. Vous aurez accès à un conseil juridique. En attendant, vos déplacements sont limités à l'enceinte de l'ambassade. Elles furent reconduites dans leurs chambres séparées. En se croisant dans le couloir, Kate croisa le regard d'Anna. Un infime hochement de tête. C'était tout. Elles avaient non fait tout ce qui était en leur pouvoir. Le reste ne leur appartenait plus. Les jours passèrent. Kate faisait de l'exercice dans sa petite pièce, réfléchissait à tout ce qui les avait conduites là. Elle essayait de ne pas s'attarder sur le pire, la prison militaire, la radiation, la fin de tout ce pourquoi elles avaient travaillé. Mais une image revenait sans cesse, le jeune marine dans la vallée. Était-il rentré chez lui? Savait-il seulement que 2 femmes s'étaient tenues sur cette crête? Le 7e jour, le commandant Price revint. « Vous avez une visite ?» dit-il. « Rien d'officiel, rien à voir avec l'enquête, mais quelqu'un a demandé à vous voir. Et j'ai accepté. » Il conduisit Kate vers une autre salle de réunion. À la table était assis un homme d'une 50aine d'années, en uniforme de marine, les insignes de colonel bien visibles. Son visage était buriné, son regard vif, et quelque chose chez lui semblait étrangement familier. « Capitaine Donovan, » dit-il, « je suis le colonel Thomas Morrison. Je commandais le 3e bataillon dans la vallée. » La gorge de Kate se serra, c'était lui. L'officier dont les Marines avaient déjà survécu. Celui qui aurait vu l'intégralité de son unité disparaître sans l'intervention venue de la crête. « Asseyez-vous, capitaine. » Kate s'exécuta. Le colonel Morrison la fixa longuement. « On m'a mis au courant de ce que votre sœur et vous avez fait. L'inspection générale m'a montré vos journaux tactiques, vos schémas de tir, vos estimations de pertes. » Il marqua une pause. « Vous avez sauvé mes Marines, tous, et je suis venu vous dire merci. » Kate ne sut que répondre. Merci semblait dérisoire. Se justifier était inutile. « Je suis aussi ici pour vous dire, poursuivit Morrison, que ce que vous avez fait a déclenché une tempête bien au-dessus de nos grades respectifs. Le commandement central est furieux. L'état-major interarmé se déchire. Des responsables politiques posent des questions. Je comprends, monsieur. Je ne suis pas sûr que vous compreniez vraiment. » Morrison croisa les bras. La directive ECHO existe pour une raison. Elle est censée empêcher des chefs de petites unités de prendre des décisions tactiques ayant des conséquences stratégiques. Vous et votre sœur avez outrepassé cette directive. Vous avez décidé que vous saviez mieux que le commandement. Oui, monsieur, c'est exact. Et vous aviez raison. Morrison s'adossa à sa chaise. 1000 Marines sont rentrés chez eux parce que 2 tireuses ont choisi d'ignorer des ordres. Ce n'est pas censé fonctionner comme ça, ce n'est pas ainsi que le système est conçu, mais c'est ce qui s'est passé. Kate inspira lentement. « Monsieur, allez-vous témoigner à la cour martiale? C'est pour ça que je suis ici. On m'a demandé de témoigner sur la situation tactique, sur ce qui se serait produit sans votre intervention, sur l'efficacité ou l'inefficacité de la directive ECHO dans ce contexte précis. » Kate attendit. Tout pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre. Il pouvait dire qu'elles avaient donc sauvé des vies, ou qu'elles avaient sapé l'autorité du commandement. Les deux étaient vrais. Tout dépendait de ce que l'institution choisirait de valoriser. « Je vais leur dire, » déclara Morrison lentement, « que la directive ECHO était une erreur, que la situation sur le terrain ne correspondait pas aux hypothèses sur lesquelles reposait cette directive, que mes Marines auraient été massacrés si l'ordre avait été appliqué. » Il planta son regard dans celui de Kate. « Je vais leur dire que vous et votre sœur
avait fait preuve du jugement tactique que le corps est censé inculquer à ses chefs, et que si exercer ce jugement mène à une cour martiale, alors c'est le système qui est défaillant. Quelque chose se relâcha dans la poitrine de Kate. Ce n'était pas du soulagement, elle risquait toujours une condamnation, peut-être la prison, mais c'était une validation. Quelqu'un qui avait été là, qui avait commandé les Marines qu'elles avaient sauvés, était prêt à dire publiquement qu'elles avaient fait ce qu'il fallait. « Merci, monsieur. »« Ne me remerciez pas encore. Ce n'est pas terminé. » Morrison se leva. « Il y a des gens dans le commandement qui veulent faire de vous un exemple, qui pensent que la discipline compte plus que les résultats, qui estiment que vous laisser vous en tirer créerait un précédent dangereux. » Il s'arrêta à la porte. « Et puis, il y en a d'autres, dont moi, qui pensent que le véritable précédent dangereux, c'est de punir des Marines pour avoir sauvé des vies. On verra quel camp l'emporte. » Il partit. Kate resta seule dans la salle, digérant ce qu'elle venait d'entendre. La cour martiale aurait lieu, le verdict tomberait. Mais désormais, elle savait qu'une voix importante parlerait en leur faveur. Une voix respectée. Une voix qui avait compté quand les balles sifflèrent dans la vallée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. La cour martiale se réunit 6 semaines plus tard, à la base des Marines de Quantico. Kate et Anna été rapatriées aux États-Unis sous escorte. Elles passèrent par les procédures, se virent notifier les chefs d'accusation, reçurent un avocat militaire. Les charges étaient lourdes, désobéissance à un ordre direct en temps de combat, action hors de la chaîne de commandement, engagement non autorisé avec des forces ennemies. La peine maximale pour chaque chef d'accusation se comptait en années de détention. Combinée, elle risquait des décennies de prison militaire. Leur avocate était le capitaine Jennifer Reeves, officier du JAG avec 12 ans d'expérience en droit militaire. Lors de leur première rencontre, elle fut directe. « Les faits ne sont pas contestés. Vous avez désobéi. Vous avez violé le protocole. Le commandement a des preuves d'homme solide. La seule question, c'est l'atténuation. » « On a une chance ?» demanda Kate. « Peut-être. Le problème, c'est que l'armée ne peut pas fonctionner si chacun décide quels ordres suivre. La Cour doit arbitrer entre votre situation spécifique et le principe général de discipline. » Reeves étala des documents sur la table. « Notre meilleur angle, c'est la défense par nécessité. Prouver que suivre l'ordre aurait causé un préjudice plus grave que de le violer. Mais pour ça, il faut démontrer que le commandement s'est trompé en déclenchant la directive ECHO. » « On a des preuves, » dit Anna, « la situation tactique, les pertes probables, le témoignage du colonel Morrison. »« Tout ça sera contesté, » répondit Reeves. « L'accusation dira que les décisions tactiques ne relèvent pas de capitaine et de lieutenant sur le terrain. Elles relèvent du commandement avec une vision stratégique plus large. » Reeves regarda tour à tour les deux sœurs. « Et c'est là que le combat va se jouer. Préparez-vous à ce que ça devienne très dur. » les avertit Reeves. « Le corps est profondément divisé. Certains vous voient comme des héroïnes, d'autres comme une menace pour le bon ordre et la discipline. Ce procès va devenir le champ de bataille de ce débat plus large. » La cour martiale dura 3 semaines. L'accusation présenta son dossier avec méthode. Transcription radio prouvant l'émission de la directive ECHO. Témoignage de l'officier opération qui avait donné l'ordre. Expert expliquant pourquoi on ne pouvait pas laisser des commandants de terrain improviser. Le témoignage le plus dévastateur vint d'un général de brigade ayant participé à la rédaction même des protocoles. La directive ECHO existe précisément parce que les officiers subalternes sur le terrain ne disposent pas des informations nécessaires pour prendre des décisions stratégiques. Le capitaine Donovan et le lieutenant Donovan pensaient sauver des vies, mais elles ignoraient quelles ressources étaient en cours de mobilisation. Elles n'avaient pas accès à la vision d'ensemble. Elles ont pris une décision sur la base d'informations incomplètes et ont eu de la chance. Il marqua une pause. La prochaine fois, ce type d'initiative pourrait provoquer un incident international ou compromettre une opération majeure. Reeves Collins se leva pour le contre-interrogatoire. « Général, des ressources étaient-elles effectivement en cours de déploiement pour secourir le 3e bataillon ? La situation était en cours d'évaluation. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Des moyens étaient-ils activement engagés pour sauver le 3e bataillon au moment où la directive ECHO a été déclenchée ? Le général hésita. Non.
pas à ce moment-là. Donc le bataillon était abandonné. Il était évalué comme perte acceptable dans une situation tactique fluide. Reeves laissa le silence envahir la salle. Perte acceptable. 1000 Marines, acceptable. Elle reprit. Général, si le capitaine Donovan et le lieutenant Donovan avaient obéi à l'ordre, ces Marines auraient-ils survécu? Impossible à déterminer. Le colonel Morrison l'a déterminé. Il commandait ces Marines. Il a témoigné que sans appui sniper, son bataillon aurait été submergé à l'aube. Contestez-vous son analyse? Je conteste le fait que le capitaine Donovan et le lieutenant Donovan aient eu l'autorité de faire ce calcul. L'accusation se reposa après 10 jours. La Cour avait entendu des heures de discours sur la discipline, la chaîne de commandement, la nécessité absolue de l'ordre dans les opérations militaires. Puis vint le tour de la défense. Reeves appela le colonel Morrison en premier. Il témoigna pendant 6 heures. La disposition ennemie, la faiblesse de ses positions, la certitude d'une annihilation. Si l'aube était arrivée sans soutien, dit-il, nous aurions été écrasés. Le feu sniper a tout changé. L'ennemi a perdu sa cohésion de commandement. Il a perdu l'initiative. Ils sont passés d'assaillants confiants à défenseurs désorientés. Cela nous a donné le temps nécessaire jusqu'à l'arrivée des renforts. Le procureur tenta de le déstabiliser. « Colonel, pensez-vous que des officiers subalternes devraient pouvoir outrepasser les décisions du commandement? Je pense que les officiers doivent être formés à exercer leur jugement. Même quand ce jugement viole des ordres directs. » Morrison marqua une pause. « Je préfère être traduit en cour martiale pour avoir sauvé des vies que décoré pour avoir obéi à des ordres menant à un massacre. » La salle d'audience devint silencieuse. La défense appela ensuite d'autres témoins. Le jeune marine que Kate avait observé à travers sa lunette. Aujourd'hui, le caporal Daniel Hayes, 20 ans, vivant grâce à 2 femmes qui avaient désobéi. Il témoigna les larmes aux yeux, décrivant les heures désespérées avant l'aube, la certitude que le matin apporterait la mort, puis le son impossible des tirs venant de la crête. « Elles nous ont sauvés », dit-il simplement. « Je ne comprends pas pourquoi c'est un crime. » L'accusation objecta. La Cour confirma, son opinion juridique n'était pas recevable, mais l'émotion, elle, restait. Les 5 membres de la Cour, du grade de major à colonel, observaient. Ils entendirent la voix trembler. Ils voyaient ce que la décision de Kate et Anna représentait en vie bien réelle. Enfin, Reeves appela Kate, puis Anna. Kate témoigna la première, sans excuse, sans fausse modestie. Elle expliqua son raisonnement, étape par étape. Elle avait pesé les options. Elle avait choisi celle qui maximisait les chances de survie. Elle savait que cela violait le protocole. Elle l'avait fait quand même. Avez-vous envisagé que vos actes puissent encourager d'autres Marines à désobéir aux ordres ? Demanda le procureur. Non, monsieur. J'ai envisagé que suivre l'ordre entraînerait la mort de 1000 Marines. Cela me semblait être la conséquence la plus grave. Vous avez placé votre jugement au-dessus de celui du commandement. J'ai placé la vie des Marines au-dessus d'un protocole qui ne correspondait pas à la réalité que nous affrontions. Le procureur insista. Kate ne céda pas. Elle avait traversé des montagnes pendant 2 semaines. Elle s'était préparée pendant 6 autres pour cet instant. Elle savait ce qu'elle avait fait, et pourquoi. Elle ne jouerait pas un rôle pour apaiser la cour. Le témoignage d'Anna fut plus court, mais tout aussi ferme. « Regrettez-vous vos actes ? » ?»« Non, monsieur, je recommencerai. » Le procès prit fin. Les plaidoiries finales furent prononcées. La cour se retira pour délibérer. Kate et Anna attendirent 3 jours. Elles étaient logées séparément, mais autorisées à se voir brièvement pendant les repas. Elles parlaient peu. Il n'y avait rien à ajouter. Elles avaient dit la vérité. Elles avaient exposé les faits. À présent, 5 officiers allaient décider de leur avenir. Le 4e jour, on les rappela dans la salle d'audience. Le conseil avait rendu son verdict. La salle était pleine à craquer. La nouvelle s'était répandue pendant le procès. Les médias s'étaient emparés de l'affaire, 2 sœurs traduites en cour martiale pour avoir sauvé un bataillon. L'opinion publique était divisée. Les associations de vétérans soutenaient bruyamment Kate et Anna. Le haut commandement, lui, restait largement silencieux, laissant la procédure suivre son cours. Kate et Anna se mirent au garde-à-vous lorsque les membres du conseil entrèrent. 5 officiers, visage neutre, impénétrable, le président du conseil,
un colonel décoré pour 3 guerres, tenait un dossier contenant la décision. La cour martiale a rendu ses conclusions sur l'ensemble des chefs d'accusation, annonça-t-il. Les accusés resteront debout. Kate sentit Anna bouger légèrement à côté d'elle. Leurs épaules se frôlaient presque. Elles avaient tout affronté ensemble. Elles affronteraient cela ensemble aussi. Sur le chef d'accusation de désobéissance à un ordre direct en temps de combat, le conseil déclare les accusés. Le colonel marqua une pause. Coupable. Le ventre de Kate se serra. Elle s'y attendait. Les faits étaient indiscutables, mais l'entendre prononcer ainsi faisait mal. Sur le chef d'accusation d'action hors de la chaîne de commandement établie, le conseil déclare les accusés coupables. 2 sur 2. Sur le chef d'accusation d'engagement non autorisé avec des forces ennemies, le conseil déclare les accusés coupables. 3 verdicts de culpabilité. La peine maximale planait désormais. Des années de détention, une radiation déshonorante, la fin de leur carrière, peut-être même de leur liberté. Mais le colonel n'avait pas terminé. Ce conseil a examiné en détail les circonstances entourant ces violations. Nous avons entendu les commandants concernés, des Marines dont la vie a été préservée, ainsi que des experts en doctrine et en prise de décision tactique. Nous avons analysé la situation sur le terrain et évalué les conséquences probables si les accusés avaient obéi aux ordres. Il leva les yeux vers Kate et Anna. Le conseil conclut que, bien que les accusés aient clairement violé des ordres directs, elles l'ont fait dans un contexte où l'obéissance aurait entraîné des pertes américaines catastrophiques. Nous estimons que leur jugement tactique, bien qu'exercé hors de la chaîne de commandement, était fondé et reflète le type d'initiative que le corps des Marines affirme vouloir développer chez ses chefs. Kate osait à peine respirer. Cela ressemblait moins à une condamnation qu'à une reconnaissance prudente. En conséquence, tout en maintenant les verdicts de culpabilité sur l'ensemble des chefs, le Conseil recommande une sanction située au minimum des options prévues. Un frisson parcourut la salle. Les accusés sont condamnés à une rétrogradation d'un grade, la retenue d'1 mois de solde et un blâme officiel inscrit au dossier permanent. Aucune peine de confinement, aucune radiation. La salle explosa. Murmures, exclamations. Journalistes se précipitant vers leur téléphone. Officiers échangeant à voix basse. Le colonel leva la main pour rétablir le silence. Le conseil note en outre que le capitaine, désormais premier lieutenant, Donovan et le lieutenant, désormais second lieutenant, Donovan ont fait preuve de compétences exceptionnelles, de courage et d'un jugement tactique remarquable sous pression. Il marqua une pause. Sans cautionner la violation des protocoles, nous reconnaissons qu'une application rigide de ceux-ci, en l'espèce, aurait conduit à des pertes inacceptables. Il referma le dossier. Cette cour martiale devrait servir de point de départ à une révision de la directive ECHO et des doctrines similaires, afin qu'elles intègrent la flexibilité tactique démontrée par les accusés. Le marteau s'abattit. La séance est levée. Les accusés sont libérés de toute détention et réintégrés en service actif, sous réserve des démarches administratives liées à cette décision. Kate et Anna restèrent un instant immobiles. Elles étaient hunchientes coupables, condamnées, mais libres, pas de prison, pas de radiation. Elles étaient là-tombe rétrogradées, réprimandées, mais toujours Marines. Le capitaine Reeves souriait largement. C'est à peu près le meilleur résultat imaginable. Le conseil a fait de l'équilibrisme, préserver la discipline tout en reconnaissant que vous avez sauvé des vies. Dans la galerie, le colonel Morrison s'avança. « Félicitations, vous êtes officiellement des criminels décorés. »« Monsieur ?» demanda Kate, pas certaine d'avoir bien compris. « Le conseil a inclus une mention élogieuse dans vos dossiers. Vous aurez à la fois un blâme officiel et une citation officielle. » Il sourit. « Vos futurs commandants devront décider lequel compte le plus. » Il leur serra la main à toutes les deux. « Pour ma part, j'ai déjà choisi. Si l'une ou l'autre veut un poste sous mon commandement, il est à vous. » Anna éclata de rire. Le premier vrai rire que Kate lui entendait depuis des mois. « Vous êtes sûr de vouloir des snipers qui ne suivent pas les ordres ? Je veux des snipers qui savent reconnaître quand un ordre est mauvais et qui ont le courage d'agir en conséquence. Ce n'est pas la même chose que désobéir par principe. » Morrison sourit. « Réfléchissez-y. Pas d'urgence. »
Il s'éloigna, d'autres vinrent à leur rencontre, des Marines du 3e bataillon, des officiers venus leur serrer la main, même quelques journalistes ayant franchi la sécurité. Kate regarda sa sœur. Elles avaient payé le prix, mais elles avaient aussi laissé une trace. Et quelque part, dans une vallée gelée, 1000 Marines avaient survécu parce que 2 sœurs avaient décidé que certaines règles existaient pour être remises en question. À travers tout cela, Kate et Anna restèrent côte à côte, encore en train d'assimiler ce qui venait de se produire. Elles avaient été reconnues coupables, punies. Leur dossier porterait à jamais la trace de cette cour martiale. Les promotions seraient plus difficiles. Certaines portes resteraient fermées. Mais elles avaient survécu. Elles avaient raconté leur histoire. Et surtout, 1000 Marines étaient rentrés chez eux parce que 2 sœurs avaient décidé que certains principes comptaient davantage qu'un protocole. Alors que la salle d'audience se vidait peu à peu, Kate se tourna vers Anna. « Ça va ? Oui ? Et toi ? Oui ?» Elles n'avaient pas besoin d'en dire plus. Elles avaient fait leur choix sur une crête gelée, à l'aube. Elles en avaient assumé les conséquences. Elles avaient accepté le jugement. Et elles vivraient avec le résultat, quel qu'il soit. Parce que certains tirs valent la peine d'être pris, même quand on sait qu'on paiera le prix d'avoir appuyé sur la détente. « Et maintenant ?» demanda Anna. Kate réfléchit un instant. Elles avaient connu le combat, la traque, le procès. Elles avaient été condamnées et réhabilitées dans la même phrase. Elles avaient perdu un grade et gagné un respect durable. Elles avaient enfreint des règles tout en défendant des valeurs. « Maintenant, on retourne au travail, » dit-elle enfin. « On est toujours Marines, toujours tireuses d'élite, et il y aura toujours besoin de gens capables de prendre les décisions difficiles. » Anna hocha la tête. Ensemble, toujours ensemble. Elles quittèrent la salle côte à côte. 2 sœurs jumelles qui avaient sauvé un bataillon à l'aube et payé le prix au crépuscule, prêtes pour la suite, parce que c'était ça, être marine, s'adapter, surmonter, avancer, et parfois, quand la situation l'exigeait, ignorer le protocole pour faire ce qui était juste plutôt que ce qui était ordonné. L'histoire les suivrait toute leur carrière. Les sœurs Donovan, les snipers qui avaient défié la directive ECHO, les femmes qui avaient choisi des vies plutôt que des ordres. Certains s'en serviraient pour remettre en cause leur jugement, d'autres pour saluer leur courage. Kate se moquait de l'un comme de l'autre. Ce qui comptait, c'était que le caporal Daniel Hayes était rentré chez lui, que 1000 Marines avaient vécu assez longtemps pour voir un autre jour, que quelque part, dans les archives, existait le récit de ce qui s'était passé lorsque 2 femmes avaient décidé que le protocole pouvait être négocié, mais pas la vie humaine. Cela suffisait. Le reste n'était que du bruit. Elles sortirent sous le soleil de Virginie, rétrogradées, mais intactes, prêtes pour la prochaine mission, parce que la guerre ne se terminait jamais vraiment. Elle changeait seulement de forme. Et quelque part, un jour, il y aurait une autre vallée, un autre bataillon, un autre choix impossible. Et si Kate et Anna étaient là, elles feraient exactement le même choix. Protocole ou pas. Certaines choses valent qu'on se batte pour elles, qu'on risque tout, qu'on se tienne seul pour elles. La vie de Marines qu'elles ne rencontreraient jamais, combattant dans des vallées qu'elles ne verraient jamais, valait bien 2 carrières, 2 condamnations, 2 femmes qui savaient que le courage, parfois, c'était dire non à ceux qui pensaient avoir toutes les réponses. Elles avaient attiré à l'aube, elles avaient été jugées au coucher du soleil, et elles avaient survécu pour voir un nouveau jour. C'était une victoire suffisante.